Nous avons trouvé un moyen de lutter contre presque toutes les infections bactériennes. Ce sont les antibiotiques qui l'ont permis. Vivre sans antibiotiques semble inimaginable et effrayant, car des infections comme la tuberculose étaient autrefois mortelles. D'où viennent-ils? Quel est le lien entre un melon pourri et un antibiotique? Et pourquoi cesse-t-il parfois d'agir? Nous répondrons à ces questions dans cet épisode. Je suis Sacha Albaoum et nous continuons le projet Je veux demander, abordant des sujets parfois difficiles à croire. Vos likes et commentaires permettent à cette vidéo d'être vue par plus de personnes. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Merci. Dans l'Égypte ancienne, des civilisations utilisaient du pain moisi sur les plaies pour profiter de l'effet antiseptique de la moisissure. En Inde, en Chine et en Russie, l'oignon et l'ail étaient considérés comme des antibiotiques. On mangeait de l'ail avec absolument tout ce qui était possible. Évidemment, ces méthodes ne fonctionnaient pas à chaque fois, car les gens n'avaient aucune idée de la substance qui les aidait réellement, ni du dosage nécessaire dans chaque cas. Honnêtement, je ne pense pas que c'était vraiment une pratique aussi claire et répandue. Une pratique où les gens savaient que si vous aviez par exemple une petite plaie sur la peau, une infection ou une gangrène, il fallait prendre du pain moisi. Très probablement, il y avait à la fois de la moisissure, toutes sortes d'épices, beaucoup de vin et de l'opium. Mettre du pain moisi dessus ne libérerait pas assez d'antibiotiques pour aider en cas de maladie grave. Les antibiotiques sont des substances produites principalement par divers micro-organismes, c'est-à-dire qu'ils sont d'origine biologique, et qui possèdent une activité antimicrobienne, c'est-à-dire qu'ils agissent sur les microbes. Souvent, les antibiotiques désignent des substances qui détruisent les bactéries. Le 3 septembre 1928 au matin, le microbiologiste britannique Alexander Fleming est rentré de vacances dans son laboratoire. Avant ses vacances, la scientifique étudiait le staphylocoque doré dans de nombreuses boîtes de pétri, récipients de laboratoire pour la recherche. Fleming était peu ordonné, son laboratoire était souvent en désordre, mais qui aurait pensé que cela lui serait bénéfique? La scientifique a examiné les récipients et a constaté qu'une boîte présentait, en plus du staphylocoque, une tache de moisissure. Mais ce qui a surpris Fleming, c'était autre chose. La zone entre le staphylocoque et la moisissure, plus tard identifiée comme Penicillium notatum, était propre, comme si la moisissure empêchait la croissance bactérienne. D'abord appelée jus de moisissure, la substance fut ensuite nommée pénicilline, d'après la moisissure Penicillium notatum. On appelle cela la zone de clarification, c'est-à-dire que la moisissure a libéré quelque chose dans le milieu nutritif qui a tué les bactéries autour. Eh bien, il a compris que quelque chose était libéré par les pénicilliums, n'est-ce pas? En fait, il y a là une sorte de pénicilline. Mais encore une fois, les microbiologistes ne sont pas des biochimistes. Oui. Les microbiologistes cultivent et vérifient l'activité de substances libérées, mais l'isolement de ces substances nécessite d'autres spécialistes. C'est précisément pour cette raison que, même une décennie après qu'il ait fait sa découverte, personne ne la revendique parce que personne ne sait quoi en faire. Ce n'était pas sa spécialité, n'est-ce pas? Cela devait être fait par des biochimistes, et ce sont justement les biochimistes qui l'ont isolé, vérifié, concentré et lancé en production de masse. En 1939, la guerre a éclaté en Europe. Howard Florey, Ernst Chain et Norman Hitley ont obtenu un financement de la fondation Rockefeller à New York pour poursuivre l'étude de la découverte de Fleming à l'université d'Oxford. Le laboratoire est devenu une usine de production de pénicilline. Les scientifiques faisaient des expériences, des tests sur animaux et cultivaient la moisissure dans divers récipients pour obtenir assez de pénicilline. En 1940, les scientifiques ont montré que le médicament protégeait les souris d'une bactérie mortelle, puis les essais humains ont suivi. Un policier de 43 ans s'est égratigné avec une rose. Une infection a atteint ses yeux, ses poumons et son visage. La pénicilline a amélioré son état, et tout le stock national a servi à soigner le policier. Après 10 jours stables, son état s'est à nouveau aggravé sans le médicament. Une seconde cure l'aurait sans doute guéri, mais le médicament manquait. Et il est décédé. Voyant les résultats de la pénicilline, Florey et Chain voulèrent la rendre disponible aux troupes britanniques. Ils savaient que beaucoup de soldats mouraient non des bombes, mais d'infections causées par de simples blessures. L'Angleterre était constamment bombardée. En raison du danger permanent, les scientifiques ont pris une mesure astucieuse. Ils ont imprégné des manteaux de moisissure, sachant que les spores survivent longtemps sur le tissu. Ainsi, si un scientifique était capturé ou devait fuir, la substance resterait sur lui, lui permettant de recréer le médicament.
En 1941, Fleury a sollicité l'aide des États-Unis, qui n'étaient pas encore en guerre et dont les entreprises pharmaceutiques étaient moins débordées qu'en Angleterre. Tout a changé quand les États-Unis sont entrés en guerre. Des milliers d'Américains mouraient. La pénicilline n'est plus simplement une passion scientifique pour les entreprises pharmaceutiques locales, elle devient une nécessité médicale. Les Américains ont identifié la moisissure trouvée par Alexander Fleming et celle utilisée par les Britanniques, mais ces souches étaient insuffisantes pour la production de masse. La recherche a continué. Les scientifiques ont engagé une femme nommée Mary Hunt qui allait chaque jour au marché pour chercher différents types de légumes et de fruits moisis. À Peoria, où les expériences se déroulaient, on l'appelait Mary la moisie. Un jour, la femme a amené au laboratoire un melon moisi qui a tout changé. Cette moisissure a permis de développer la production industrielle de pénicilline. Tout au long de l'année 1943, la production de pénicilline était la priorité numéro 2. La première place était occupée par les tentatives de fabriquer la bombe nucléaire. La moisissure a été cultivée dans de grandes cuves avec agitateurs électriques et aération. Fin 1942, la pénicilline américaine ne couvrait pas 100 patients. En 1943, 21 milliards de doses furent produites, puis 6,8 trillions en 1945. Une nouvelle ère débute. Nous avons compris que nous pouvions traiter efficacement les infections bactériennes, qu'il existe des médicaments, qu'ils existent dans la nature, qu'on peut les trouver, qu'on peut en trouver un, qu'on peut les découvrir. Il s'avère qu'ils sont différents, qu'on peut les isoler, les concentrer et les injecter dans le sang humain. Une nouvelle phase débute dans le développement de la microbiologie et de la médecine appliquée concernant les substances antimicrobiennes. On a trouvé un moyen de lutter contre presque toute infection bactérienne. Ce sont les antibiotiques qui ont permis cela. En 1945, Fleming, Chain et Fleury ont reçu le Nobel de physiologie et médecine pour la découverte de la pénicilline et son effet contre diverses maladies infectieuses. La pénicilline et les premiers antibiotiques ont révolutionné la médecine et vaincu la plupart des bactéries pathogènes. Mais comme toujours, il y a un important mais. Déjà Fleming a observé l'apparition de bactéries résistantes à la pénicilline. Il prévenait déjà. Mes amis, soyez prudents. Aujourd'hui, on constate des bactéries résistantes à presque tous les antibiotiques. Cela s'appelle la multirésistance, c'est-à-dire la résistance multiple, une résistance multiple. C'est un très grand problème du monde moderne. Les antibiotiques sont utilisés partout sans contrôle. Mais plus il y a d'antibiotiques dans l'environnement, plus il y a de chances que des bactéries résistantes apparaissent, et plus la population de ces bactéries augmente. Et plus nous avançons dans ce monde d'hyperutilisation des antibiotiques, plus nous comprenons qu'il doit y avoir un contrôle strict sur ces antibiotiques, qu'ils doivent être pris uniquement sur ordonnance, avec des dosages strictement définis, et surtout que la personne les utilise correctement. Parce que si vous prenez une faible dose d'antibiotiques, si le médecin vous en a prescrit et que vous en prenez pendant 2 jours au lieu de 10, vous créez des bactéries résistantes. Si vous pouvez vous passer d'antibiotiques, faites-le en cas de besoin. Si vous l'utilisez sans contrôle, vous mettez en danger non seulement vous-même, mais aussi votre famille. Donc, encore une fois, nous avons par exemple dans une famille un fond microbien commun à peu près. Nous échangeons constamment des bactéries parce que nous nous faisons des câlins, nous nous embrassons, etc. Nous mangeons dans la même vaisselle. Si vous développez des bactéries résistantes aux antibiotiques, vous risquez de les transmettre à votre conjoint, enfant ou parent. Il peut soudain arriver quelque chose de grave à vos proches. Peut-être à cause de bactéries qui leur ont transmis des gènes de résistance développés dans votre corps. Ces questions sont dures à s'imposer. C'est une arme forte, mais chaque usage diminue son efficacité pour soi et ses proches. Et après, comment vivre ? Comment ? Il faut toujours vivre en pleine conscience. Nous espérons que cela vous a plu et que vous avez trouvé cela intéressant. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez demander. À bientôt.